L'anémie ferroprive est une affection courante, caractérisée par un manque de fer dans l'organisme. Elle est fréquemment observée chez les enfants, les adolescents, les femmes en âge de procréer, les personnes en périménopause et les personnes âgées. Les sources alimentaires de fer comprenant le fer hémique, abondant dans les viandes rouges, et le fer non hémique, présent dans le lait, les œufs, les légumes et le poisson. Le fer hémique est principalement absorbé dans le duodénum et le jéjunum supérieur, tandis que le fer non hémique passe par plusieurs étapes de conversion pour finalement être transporté dans les intestins par les apophrétines. Le fer est ensuite transporté dans la circulation sanguine liée à la transférine et stocké sous forme de ferritine et d'hémosidérine. Le fer joue un rôle essentiel dans l'organisme. C'est un élément central nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine et à la formation des globules rouges, responsables du transport de l'oxygène. De plus, le fer se trouve dans la myoglobine des muscles squelettiques. Il est impliqué dans des divers enzymes et protéines essentielles aux réactions enzymatiques de la respiration cellulaire. La carence en fer est due à des diverses raisons, telles qu'un apport alimentaire inadéquat, des problèmes d'absorption et d'épuisement des réserves de fer par perte chronique. Dans le cas d'affections telles que les ulcères gastro-duodénaux, les maladies inflammatoires de l'intestin ou les cancers colorectaux. En plus de ça, les besoins accrus en fer pendant les menstruations ou la grossesse et d'autres facteurs tels que les anomalies de transport. Ce déficit entraîne une diminution de la production de l'hémoglobine, entraînant une anémie hypochromique microcytaire. L'hypochromie fait référence à des globules rouges qui ont une coloration rouge diminuée, impliquant une concentration plus faible d'hémoglobine. La microcytose, en revanche, désigne des globules rouges anormalement petits. Le diagnostic implique à la fois des évaluations cliniques et biologiques. On commence par les symptômes cliniques. L'anémie par carence en fer présente un spectre de signes cliniques. Les individus peuvent présenter par des symptômes anémiques tels que la pâleur, la faiblesse, la dyspnée à l'effort, la tachycardie, la lipothémie et dans certains cas des symptômes supplémentaires tels que l'angine de poitrine, les maux de tête et les vertiges. La deuxième catégorie des symptômes est étroitement liée à la cause profonde de l'anémie, secondaire souvent à des saignements externes ou internes chroniques, minimes et répétés. Ces saignements peuvent provenir de diverses sources, y compris le système digestif ou gynécologique. De plus, l'anémie par carence en fer peut se manifester par des signes spécifiques, tels que le retard de croissance, une susceptibilité accrue aux infections, une peau sec, des cheveux cassants et secs, un prurite ou des ongles plats. L'anémie ferroprive peut entraîner une diminution des performances intellectuelles chez les enfants. Dans les cas où une maladie cardiaque sous-jacente est présente, en particulier chez les personnes âgées, l'anémie ferroprive peut contribuer à la décompensation, entraînant des signes tels que des douleurs thoraciques et une dyspnée. Parfois, l'anémie est découverte fortuitement lors des analyses du sang. On passe maintenant en biologie. Un test important est l'hémogramme, qui montre que les globules rouges sont plus petits que la normale, ou microcytiques, et plus pâles ou hypochromiques. Cela signifie qu'il contient moins de protéines porteuses de l'oxygène appelées l'hémoglobine. Les taux d'hémoglobine sont considérés comme bas s'ils sont inférieurs à 13 grammes par décilitre chez les hommes et à 12 grammes par décilitre chez les femmes. Le volume globulaire moyen ou le VGM mesure le volume ou la taille moyenne des globules rouges et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ou la CCMH qui mesure la concentration d'hémoglobine dans les globules rouges. Ces deux tests aident à confirmer l'anémie hypochromique microcytaire, en montrant que la taille moyenne des globules rouges est inférieure à 80 et que la concentration de l'hémoglobine est inférieure à 32%. Les plaquettes sont généralement normales ou même élevées. De plus, l'examen d'un frottis sanguin sous un microscope peut révéler des irrégularités globulaires, telles que l'anécytose, qui est définie par une variation de la taille des cellules rouges, ou la poikilocytose, définie par des formes cellulaires anormales. Les taux de ferritine sérique sont parfois importants pour le diagnostic, étant très faibles et reflétant la quantité de fer dans le corps. La capacité totale de la fixation de transférine, celle-ci est constamment élevée. Ce test mesure la quantité maximale de fer pouvant être transportée par les protéines dans le sang, en particulier la transférine. La transférine est une protéine qui est liée au fer et le transporte dans le sang. Dans le contexte, la capacité de fixation est constamment élevée. La saturation de la transférine est basse. La saturation de la transférine est un calcul qui présente le pourcentage de transférine saturée en fer. Cela indique qu'un seul faible de pourcentage de transférine transporte le fer. Elle est constamment basse dans ce cas. Cela indique que seul un faible pourcentage de transférine transporte le fer. Il est essentiel de prendre conscience des écus potentiels, tels que la fausse hyperferritinémie causée par l'hémolyse lors de prélèvements sanguins. L'anémie ferroprive peut coexister avec d'autres affections, telles que la carence en vitamine B12 ou en folate, ainsi qu'une anémie due à une inflammation chronique. Le diagnostic différentiel devrait envisager les anémies inflammatoires où les taux de ferritine sont élevés, mais la saturation de la transférine est bas. D'autres diagnostics différentiels peuvent inclure la thalassémie,
qui se caractérise par une hémolyse des taux de ferritine normaux ou élevés, une électrophorèse anormale de l'hémoglobine. Les thalassémies sont un groupe hétérogène de maladies génétiques résultant d'une diminution de la synthèse des chaînes alpha ou bêta de l'hémoglobine. Enfin, l'anémie sidéroplastique peut être envisagée où les taux de ferritine peuvent être normaux ou élevés et la présence de sidéroplastes en bac est confirmée par la coloration au fer de perle. L'anémie sidéroplastique est un type d'anémie résultant d'une utilisation anormale de fer lors de l'érythropoïèse. Les causes varient en fonction du sexe et de l'âge. Chez les femmes, les causes gynécologiques et digestives sont souvent prédominantes, tandis que chez l'homme, les causes digestives sont plus courantes. Chez les personnes âgées, il est important d'exclure d'abord les pathologies néoplasiques. L'anémie ferriprive peut être liée à de multiples causes. Tout d'abord, la malabsorption en cas de maladie cœliaque, de maladies inflammatoires de l'intestin, d'infections, d'insuffisance pancréatique ou due à certains médicaments. La malabsorption est une condition où le corps est incapable d'absorber efficacement les nutriments du tractus digestif. La maladie cœliaque est un trouble chronique du système digestif et immunitaire qui endommage l'intestin grêle. La maladie inflammatoire de l'intestin est caractérisée par des épisodes répétés d'inflammation du tractus gastro-intestinal. Les saignements chroniques qu'ils proviennent soit du système digestif, gynécologique ou d'autres, tels que les rectorragies, l'hématurie, l'épistaxis, l'hémoptysie et d'autres, peuvent entraîner une carence en fer par perte chronique. Des cas où les besoins sont accrus en fer, tels que la grossesse ou l'allaitement. La carence en fer alimentaire est également un risque important, en particulier pour les végétariens ou ceux souffrant de malnutrition. D'autres facteurs incluant la maladie rénale chronique, la consommation de substances chélatrices de fer, fréquemment chez les grosses buveurs de thé. Et finalement, les troubles génétiques tels que la transférine dû à la présence d'anticorps qui attaquent les récepteurs de la transférine. Les examens complémentaires avec ces diagnostics étiologiques doivent être guidés par les résultats cliniques et les caractéristiques de chaque patient. Chez les jeunes femmes, une échographie pelvienne et un examen gynécologique sont souvent les premières étapes. S'ils ne sont pas concluants, une fibroscopie peut être réalisée, suivant d'une coloscopie si nécessaire. Chez les hommes, la fibroscopie est généralement la première étape diagnostique, suivie d'une coloscopie si nécessaire, ainsi qu'un test de l'antigène spécifique de la prostate ou la PSA pour exclure un cancer de la prostate. Le traitement comprend plusieurs composantes, abordant à la fois les besoins immédiats et les causes sous-jacentes. Premièrement, le traitement d'urgence. Dans les cas où l'anémie est mal tolérée ou que la santé du patient est fragile, la transfusion sanguine et l'oxygénothérapie peuvent être nécessaires. Il faut évaluer le taux de la ferritine avant la transfusion sanguine pour la prévention de la surcharge en fer et pour déterminer si la transfusion sanguine est réellement nécessaire. Si les niveaux de ferritine sont adéquats, cela peut indiquer que le patient a suffisamment de réserves de fer pour produire de nouvelles cellules sanguines. Deuxième chose, la supplémentation en fer est généralement administrée par voie orale et peut inclure du sulfate ferreux à des doses spécifiées pour différents groupes d'âge, 100 à 200 mg par jour chez les adultes et l'enfant et 100 mg par kilogramme par jour chez le nourrisson. La durée de la supplémentation peut varier mais s'étend souvent de 3 à 6 mois. Les patients doivent être informés des effets indésirables potentiels qui peuvent inclure des nausées, des douleurs épigastriques, la constipation, la diarrhée et des selles foncées. Dans des rares cas de malabsorption sévère ou d'intolérance digestive. Dans ces cas, l'administration parentérale, soit intramusculaire, soit intraveineuse, peut être envisagée. Troisièmement, le traitement de la cause sous-jacente. Quatrièmement, un traitement préventif peut être recommandé pour les personnes présentant des facteurs prédisposants, tels que les fibromes, la grossesse, l'allaitement ou une intervention chirurgicale prévue. Finalement, les patients doivent être conseillés de maintenir une alimentation riche en fer et d'éviter une consommation excessive de thé et de substances chélatrices de fer, comme le charbon. Le suivi de l'anémie ferriprive implique des évaluations cliniques et biologiques. On commence par l'évaluation clinique. L'état clinique du patient doit être étroitement surveillé. La régression progressive des symptômes liés à l'anémie devrait être corrélée à la correction des taux d'hémoglobine. Deuxièmement, l'évaluation biologique. Une évaluation de l'hémogramme complète ou l'anaphyse est essentielle, dans un délai de 1 à 2 mois. L'anaphyse devrait montrer une amélioration significative des taux d'hémoglobine, indiquant une réponse positive au traitement. La surveillance des niveaux de ferritine est également importante, avec l'attente que les réserves de fer se reconstituent progressivement dans un délai de 3 à 6 mois. En cas de symptômes persistants, il convient d'enquêter sur les causes possibles, notamment une mauvaise observance du traitement par le patient, des facteurs contributifs persistants ou des carences concomitantes en vitamines B9 et B12. Merci pour votre attention et à bientôt.